Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la vérité. Depuis l'Antiquité, la vérité a toujours constitué l'objectif ultime des philosophes. Leur Graal. La vérité pour un philosophe, c'est un peu comme l'Everest pour un alpiniste. Il n'y a rien au-dessus. Et c'est parce qu'il n'y a rien au-dessus qu'il faut l'atteindre. Et qu'est-ce que l'histoire de la philosophie? Sinon l'histoire des tentatives mises en œuvre pour atteindre cette vérité. Et donc évidemment, vouloir faire de la philosophie sans se poser la question de ce qu'on appelle la vérité, c'est un peu compliqué. C'est comme vouloir mener une enquête sans savoir ce qu'on doit trouver. Or le problème, c'est que tous les philosophes n'ont pas la même définition de la vérité. Et quand bien même ils auraient la même définition, les voies qu'ils proposent pour y accéder ne sont pas les mêmes. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la vérité? Existe-t-elle? Et si oui, comment faire pour y accéder? Alors pour entrer directement dans la problématique, je vous propose de partir d'une question, une question qui va permettre de répondre à un certain nombre d'erreurs ou à un certain nombre de malentendus qu'il y a parfois autour de ce concept de vérité. Cette question c'est: la vérité est-elle propre à chacun? En d'autres termes, peut-on dire chacun sa vérité? Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. L'idée que la vérité, ce serait quelque chose de personnel, que ce serait quelque chose qui varierait d'une personne à l'autre. Vous êtes en train de discuter d'un sujet avec quelqu'un, vous n'êtes pas d'accord, vos points de vue sont littéralement irréconciliables, et l'un d'entre vous conclut en disant « chacun sa vérité ». Bon c'est bien gentil, mais est-ce que ça a du sens, chacun sa vérité? Eh bien, si on s'en tient à la définition du mot vérité, non. Chacun sa vérité, c'est pas possible. C'est pas possible tout simplement parce que le concept de vérité implique celui d'universalité. Une vérité est forcément la vérité pour tout le monde. Sinon, c'est pas une vérité. Sinon, c'est un point de vue, un avis, une opinion, mais pas une vérité. Alors, entrons un peu dans les détails. Classiquement, en philosophie, on définit la vérité comme l'adéquation entre l'idée et la chose. On peut aussi dire la correspondance entre la pensée et la réalité. Ça, c'est une définition qu'on trouve chez Descartes, et avant lui chez saint Thomas d'Aquin, et c'est un peu devenu la définition canonique de la vérité en philosophie. L'adéquation entre la pensée et la réalité. Donc déjà, ça veut dire une première chose. Ça veut dire que le concept de vérité est tributaire de celui de réalité. Autrement dit, pour qu'il y ait une vérité, il faut déjà qu'il y ait une réalité sur laquelle porte cette vérité. Alors, attention, la vérité et la réalité, c'est pas la même chose. La réalité, c'est ce qui est. C'est tout ce qui existe. La vérité, c'est quand ce que je pense à propos de la réalité lui est conforme. Donc par exemple, on dira que cette voiture est réelle, elle est réelle parce qu'elle fait partie de la réalité, mais cette voiture n'est ni vraie ni fausse. Ce qui est vrai ou faux, c'est ce que je pense à propos d'elle, ou ce que je dis à propos d'elle. Si je dis « c'est une voiture », mon affirmation est vraie. Si je dis « c'est une citrouille », mon affirmation est fausse. Donc la vérité, c'est le discours conforme à la réalité. Et donc où est-ce que je veux en venir?
Je vais en venir au fait que si la vérité, c'est le discours conforme à la réalité, il ne peut pas y avoir plusieurs vérités, puisqu'il n'y a qu'une seule réalité. La raison pour laquelle la vérité n'est pas propre à chacun, c'est que nous partageons tous une seule et même réalité. Donc il peut éventuellement y avoir plusieurs manières d'exprimer la vérité, mais il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. Quand les gens disent « chacun sa vérité », ce qu'ils veulent en fait dire, c'est « chacun sa conception de la vérité ». Et c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Chacun sa conception de la vérité, autrement dit, chacun son point de vue sur la vérité. Chacun son opinion sur la vérité. J'aime bien le mot point de vue parce que ça illustre bien l'accès limité que nous avons à la réalité. Un point de vue, c'est ce qui offre un angle de vue. Nous sommes tous des points de vue sur le monde. Ce que Leibniz appelait des monades. Mais cette multiplicité des points de vue porte sur une seule et unique réalité. Si la vérité est quelque chose d'universel, c'est pour une raison simple. C'est parce que la réalité ne dépend pas du point de vue qu'on a sur elle. On va le dire autrement. Un fait, c'est objectif. Si je dis un cube possède 6 faces, ça, c'est pas juste mon point de vue. C'est un fait. C'est un fait, et c'est d'autant plus un fait que c'est la définition même du cube. Un solide composé de 6 faces carrées. Donc dès lors que quelque chose est énoncé dans la définition d'un objet, je peux pas le contester. Je peux pas dire un cube possède 4 faces parce qu'après tout, chacun sa vérité. Parce que ça mène à ça, le chacun sa vérité. Ça mène à dire tout et n'importe quoi au nom du droit à la subjectivité. Mais la vérité n'est pas une affaire de droit, et encore moins une affaire de subjectivité. Et donc de la même façon, si je dis 2 plus 2 égale 5, je n'exprime pas ma vérité. J'exprime une erreur. Ce que je dis est faux. Mathématiquement faux. À moins de considérer que tout égale tout. Et inversement. Si on considère que rien ne se distingue de rien, alors là oui, on peut tout dire. Et tout pourra être déclaré vrai, puisqu'on aura aboli tout critère de distinction entre le vrai et le faux. Mais dans les faits, chacun sa vérité, ça marche pas. Revenons un instant sur l'exemple du cube. On disait tout à l'heure, le fait qu'un cube possède 6 faces, ça ne dépend pas de mon point de vue. C'est objectif. Qu'est-ce qui n'est pas objectif ? Ce qui n'est pas objectif, c'est ma perception du cube. Lorsque vous regardez un cube, combien de faces, au maximum, pouvez-vous voir ? La réponse, c'est 3. Au maximum, vous ne pouvez voir que 3 faces du cube. Vous pouvez faire le test. Qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Ce qu'il faut en conclure, c'est que notre perception est limitée. Nos perceptions sont trompeuses. Et c'est là qu'on en arrive à ce que disait Descartes. Descartes disait que la perception était un très mauvais outil d'accès à la vérité. En clair, il disait que nos sens n'étaient pas fiables. Pourquoi ? Parce que nos sens nous renvoient à une image déformée de la réalité. Il prend l'exemple du bâton qu'on plonge dans l'eau et qui nous apparaît brisé à la surface, alors qu'en réalité, il est parfaitement droit. Ce que nous dit Descartes, c'est que la vérité, on peut seulement l'atteindre par la raison. Parce que la raison, c'est ce qui corrige nos erreurs de perception. Donc, je plonge mon bâton dans l'eau, je le perçois brisé à la surface, je réfléchis et je me dis, c'est pas possible.
c'est pas possible que mon bâton soit réellement brisé. Parce qu'il n'y a rien dans les propriétés du bois, il n'y a rien dans les propriétés de l'eau qui puisse expliquer qu'un tel phénomène se produise. Ce à quoi nous invite Descartes, ça s'appelle le doute. Le doute méthodique. Le doute comme attitude de prudence à l'égard des données sensorielles. Et ce doute méthodique, c'est ce qui doit nous inciter à vérifier la réalité de nos perceptions avant de les considérer comme des vérités. Alors, c'est pas exactement la même chose que la Dent d'or de Fontenelle. Fontenelle, c'est un écrivain français du XVIIe siècle, écrivain classique, qui disait qu'avant d'émettre des théories sur un événement, il fallait d'abord vérifier que l'événement s'était effectivement produit tel qu'on le raconte. Donc il prend l'exemple d'un enfant à qui il aurait poussé une dent en or. Et tout le monde s'est mis à développer sa petite théorie sur le pourquoi du comment. Ce que dit Fontenelle, c'est qu'aucune de ces théories ne tient debout, tout simplement parce que ça n'est jamais arrivé. Donc la devise de Fontenelle, c'est « Assurons-nous du fait avant de nous inquiéter de la cause ». Ça paraît sensé. Mais Descartes, c'est pas tout à fait la même chose. Ce que nous dit Descartes, c'est qu'on ne peut jamais être sûr de nos perceptions. Même quand on est témoin de quelque chose, il se peut que nos sens nous fassent voir quelque chose qui n'est pas réel. Il donne comme exemple le fait que quand on rêve la nuit, on a le sentiment que c'est bien réel. C'est le lendemain, quand on se réveille, qu'on se dit « mais c'était n'importe quoi ». Oui, c'était n'importe quoi. A posteriori. Mais sur le moment, ça paraissait réel. Donc on ne peut jamais être totalement sûr de ses perceptions. Il se peut que nous soyons effectivement en train de rêver. Il se peut que nous soyons dans une programmation informatique qui nous envoie des signaux sensoriels en permanence. On ne peut pas être sûr. Le seul moyen d'être sûr, nous dit Descartes, c'est la raison. La raison, c'est notre meilleur, pour ne pas dire notre seul véritable outil de vérification. Parce que la raison ne ment jamais. Parce que la raison ne trompe jamais. La raison est par définition incapable de faire passer le faux pour le vrai et le vrai pour le faux. Alors, on peut produire des raisonnements qui feront passer le faux pour le vrai et le vrai pour le faux. C'est ce qu'on appelle des raisonnements fallacieux ou des paralogismes, c'est-à-dire des raisonnements qui ont l'apparence de la rationalité, mais qui n'en ont que l'apparence. On donne souvent cet exemple pour illustrer ce qu'est un paralogisme. Socrate est mortel, mon chat est mortel, donc Socrate est un chat. Bon ben ça, évidemment, c'est fallacieux. Parce qu'il ne suffit pas que deux choses possèdent une caractéristique commune pour que toutes leurs caractéristiques soient communes. C'est de la logique de base. En rhétorique, on l'utilise dans ce qu'on appelle le déshonneur par association. On trouve un point commun entre deux choses ou entre deux personnes, et à partir de là, on induit l'idée que les défauts de l'un s'appliquent aussi à l'autre. Donc pour en revenir à la raison, nous dit Descartes, elle est universelle. Elle est universelle, c'est-à-dire que si une chose est vraie pour moi, elle est vraie pour vous. Et si une chose est vraie pour vous, elle est vraie pour tout le monde. Donc vous voyez ici que le chacun sa vérité, c'est tout ce que rejette Descartes. Et pas seulement Descartes d'ailleurs. Tous ceux qui se revendiquent de ce qu'on appelle le rationalisme. Ratio, raison. Le rationalisme, c'est l'idée que seule la raison peut nous faire accéder à la vérité. Pas la perception. Pas la sensibilité. La sensibilité, c'est ce qui nous sépare les uns des autres. On n'a pas la même sensibilité. Mais on a la même raison. Ou en tout cas,
la raison fonctionne selon les mêmes règles pour vous et pour moi. Donc là où la sensibilité nous sépare, la raison nous rassemble. On peut s'entendre sur des arguments rationnels. On peut plus difficilement s'entendre sur des arguments émotionnels. En philosophie, on distingue deux genres de vérités. Les vérités matérielles et les vérités formelles. Les vérités matérielles portent sur les faits. Elles sont les énoncés conformes à la réalité empirique. Les vérités formelles portent sur des propositions, sur des énoncés logiques. Si je dis que Pierre est plus grand que Jean, et que Jean est plus grand que Jacques, ma raison ne peut me conduire qu'à une seule conclusion. Pierre est plus grand que Jacques. Forcément. Nécessairement. Et quoi que vous pensiez de Pierre, de Jean ou de Jacques, si vous écoutez ce que vous dit votre raison, vous ne pourrez pas parvenir à une autre conclusion. C'est ça le propre de la raison. À savoir que ma raison et votre raison ne peuvent aboutir qu'à une même conclusion. Parce que ma raison et votre raison, c'est la même raison. C'est ça, l'universalité de la raison. Le fait que la logique est la même pour tout le monde. Donc la raison, nous dit Descartes, c'est ça le seul outil qui permet d'accéder à la vérité. Et de la même façon que la raison est universelle, tandis que la perception est individuelle, la vérité est objective, tandis que l'opinion est subjective. L'opinion n'est pas la vérité. L'opinion est ce qu'on croit être la vérité. Alors, c'est compliqué bien sûr, parce qu'une opinion a toujours une apparence de vérité pour celui qui y adhère. Nos opinions, on y croit. On y croit comme à des vérités. La croyance se présente toujours à la conscience comme une vérité. La difficulté, c'est d'en prendre conscience. Alors ici, j'aimerais parler un peu de Hegel et de ce que Hegel appelle la dialectique de la conscience. Alors, je vous rassure tout de suite, on va expliquer tout ça. Le but étant de vous montrer que derrière la présentation que je viens de vous faire, la réalité est encore un petit peu plus complexe. Si on s'en tient à ce que je viens de vous expliquer, à savoir qu'il y a d'un côté l'opinion qui serait subjective et de l'autre la vérité qui serait objective, ça risque de donner l'impression que l'humanité se divise en deux camps. Les sachants et les croyants. Et évidemment, c'est très confortable, c'est très valorisant pour l'ego de se dire qu'on appartient au camp des sachants, de ceux qui ne se laissent pas aveugler par leurs croyances, de ceux qui savent discerner immédiatement le vrai du faux. Ce que nous dit Hegel, et qu'il développe dans sa phénoménologie de l'esprit, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le faux et de l'autre le vrai. Il n'y a pas d'un côté les ignorants et de l'autre côté ceux qui détiendraient la vérité. Il n'y a que des sachants partiels et par conséquent des ignorants partiels. Qu'est-ce que ça veut dire des sachants partiels et des ignorants partiels? Ça veut dire que la vérité est un processus permanent, et pas un processus quantitatif. Hegel ne voit pas les choses en termes de quantité de connaissances. Il voit les choses en termes de stade de la conscience. Pour Hegel, la conscience passe par des stades, elle passe par des étapes qui vont à chaque fois lui faire envisager le monde autrement. Plus la conscience évolue, plus elle intègre à elle des points de vue différents sur le monde, des manières différentes de concevoir le monde. Et c'est le parcours de ces différents points de vue,
c'est l'évolution de la conscience que lui apporte chaque point de vue qui constitue ce que Hegel appelle la vérité. Pour Hegel, on ne parvient pas à la vérité en passant du faux au vrai. On parvient à la vérité en passant du faux au faux. Alors ça, c'est étrange. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on parvient à la vérité en passant du faux au faux? Comment ne pas y voir une contradiction dans les termes? Vous allez comprendre. Hegel n'avait pas une vision binaire de la vérité. Il en avait une vision dialectique. Une vision dialectique, ça veut dire que pour Hegel, la conscience progresse par auto-négation. Elle croit. En même temps qu'elle croit savoir. Elle se trompe. Puis, elle comprend qu'elle s'est trompée. Elle admet. Elle retient la leçon. Et elle repart. C'est ça, la mécanique de la conscience. Erreur, intégration, surpassement. Ce que Hegel appelle en allemand Aufhebung. Donc pour qu'il y ait Aufhebung, pour qu'il y ait progrès de la conscience vers le vrai, il faut qu'il y ait expérience du faux et dépassement du faux. Donc on ne progresse vers le vrai qu'à condition de passer par le faux. Un faux déterminé. Un faux déterminé, ça veut dire un faux qui nous renseigne sur le vrai. Un faux qui nous dit le vrai n'est pas là, et voici pourquoi. Donc quand on passe par le faux, on comprend pourquoi le faux était le faux. Et parce que le faux nous renseigne, parce que le faux nous permet de comprendre pourquoi il est le faux, il nous rapproche de la vérité. Voilà pourquoi, selon Hegel, le faux n'est pas le contraire du vrai. Le faux est un moment du vrai. Hegel nous dit, le propre de la conscience, c'est qu'à chaque étape, elle est convaincue d'être dans le vrai. Et Hegel ajoute, à chaque fois, la conscience se trompe. Elle se trompe parce que c'est dans la nature même de la conscience de toujours croire dans la vérité de ce qu'elle pense. Ben oui, si vous dites « je pense ceci » ou « je pense cela », si vous le pensez, vous pensez que c'est vrai. On ne pense pas quelque chose en se disant que c'est faux. Ce que veut dire Hegel, c'est qu'il est illusoire de penser qu'on pourrait évaluer ses propres croyances. Parce que la croyance ne se manifeste pas à la conscience comme une croyance. Elle se manifeste à la conscience comme une vérité. Maintenant, il peut nous arriver de douter. Il peut nous arriver de ne pas savoir et de dire « je ne sais pas ». Il peut même nous arriver de changer d'avis et de reconnaître qu'on s'est trompé. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'à la limite, quand on dit qu'on ne sait pas, on ne prend pas de risque. Dire qu'on ne sait pas, c'est de la prudence. Mais quand on prétend savoir, qu'on se trompe, et qu'on doit reconnaître qu'on s'est trompé, là ça fait mal. Ça fait mal à l'orgueil. Et c'est là qu'on devient très fort pour trouver des justifications à notre erreur. Voire pour faire passer notre erreur pour une vérité. Ça s'appelle le déni. Ou la mauvaise foi. La malhonnêteté, c'est autre chose. C'est quand on est conscient de sa mauvaise foi. Mais que le coût pour notre ego est trop élevé. Donc on préfère se défiler. Mais il peut aussi arriver qu'on reconnaisse avoir fait erreur. Qu'on avoue s'être trompé. Et quand on fait ça, nous dit Hegel, on passe à un stade supérieur de la conscience. Parce qu'alors, notre erreur nous aura renseignés. Notre erreur devient une erreur positive. Il y a toujours le moment négatif de l'erreur, le déni, la mauvaise foi,
le mensonge, et ensuite vient le moment positif de l'erreur, la compréhension qui mène au surpassement. Si la conscience parvient à admettre qu'elle a eu tort, elle en ressort grandie. Elle en ressort enrichie de son expérience du faux. Et cette expérience du faux lui permettra alors de poursuivre son chemin en sachant pourquoi elle a été dans le faux et pourquoi le faux est effectivement faux. Mais c'est pas terminé. Parce qu'une fois que la conscience a admis son erreur et qu'elle a donc franchi une nouvelle étape, elle va considérer que c'est cette nouvelle étape qui est la vérité. Elle pense à chaque fois que ça y est, cette fois-ci, j'ai compris. Avant, j'étais dans l'erreur, mais maintenant, je sais. Je suis dans le vrai. Et ainsi de suite. Ainsi de suite, parce que la reconnaissance d'une erreur va toujours de pair avec une croyance nouvelle. Une croyance ne meurt pas. Elle est remplacée par une autre. Et à chaque nouvelle étape du processus, l'ancienne croyance prend conscience de son caractère faux et elle se métamorphose en une nouvelle croyance qui se croit vraie. Qui se croit vraie au sens de définitivement vrai. Mais Hegel nous dit, c'est provisoire. Ce n'est qu'une étape. Et il faut en passer par là. Il faut en passer par la certitude pour ensuite pouvoir comprendre en quoi la certitude n'est pas la vérité. Et lorsque toutes les étapes auront été parcourues, lorsque la conscience aura accompli son grand cycle des erreurs, elle atteindra enfin le stade ultime, le stade où toutes les contradictions s'annulent et se résolvent, le stade où la vérité ne se situe plus dans un camp ou dans un autre, mais dans l'unité bien comprise de l'identité et de la différence. Avoir une vision dialectique de la vérité, c'est comprendre deux choses fondamentales. Premièrement, que la vérité n'est pas un état, mais un processus. Deuxièmement, que le moteur de ce processus, c'est l'erreur. Ce qui fait que quand on prend conscience qu'on s'est fourvoyé dans une opinion à laquelle on croyait avec ardeur, on va épouser l'opinion suivante avec tout autant d'ardeur, sans se rendre compte que l'ardeur qu'on plaçait dans l'ancienne opinion est exactement la même que celle qu'on place dans la nouvelle. Ce qui change, c'est le contenu de la croyance. Ce qui ne change pas, c'est notre sentiment de vérité. Jusqu'au jour où c'est ce sentiment de vérité lui-même qui finira par s'autodépasser. Voir la vérité comme un mouvement dialectique plutôt que comme une alternative binaire entre le vrai et le faux, c'est le moyen le plus sûr de ne pas sombrer dans le dogmatisme, c'est-à-dire dans l'identification de nos opinions à des vérités absolues. On peut croire dans la vérité de ces opinions, mais ça ne signifie pas qu'on soit autorisé à les imposer aux autres. Précisément parce que chaque conscience suit son propre itinéraire. Ne pas sombrer dans le dogmatisme, ça veut simplement dire être conscient que l'itinéraire de la conscience de l'autre n'est pas identique à l'itinéraire de ma conscience. Ce qu'on vient de voir, c'est que la conception habituelle de la vérité, conçue comme un absolu, ou conçue comme indépendante de tout facteur humain, que cette conception-là est un petit peu naïve. Elle est un petit peu naïve déjà parce que la vérité est un concept humain, et donc à ce titre, on parle de vérité d'un point de vue humain, c'est-à-dire limité, et aussi parce qu'on a tendance à imaginer la vérité comme quelque chose de pur, comme quelque chose qui flotterait dans les airs et qui pourrait presque s'affranchir des contraintes matérielles. Et donc c'est là qu'on en arrive
à la conception pragmatiste de la vérité. La conception pragmatiste de la vérité, c'est la conception qui nous dit que la vérité, c'est ce qui est utile dans la pratique. C'est ce qui est efficace. Alors évidemment, dit comme ça, c'est un peu gênant. Parce que dire que la vérité se définit par son utilité ou par son efficacité, est-ce que ça ne revient pas à dégrader complètement le concept de vérité? Ou est-ce qu'on a vu que la vérité devait être efficace? Et surtout, où est-ce qu'on a vu que l'efficacité était un gage de vérité? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. On l'a dit tout à l'heure, la définition classique de la vérité en philosophie, c'est la conformité entre l'idée et la chose. Ce que nous disent les pragmatistes, c'est que ça, c'est en théorie. C'est sur le papier. Mais dans les faits, c'est pas aussi simple. Vous connaissez peut-être cette blague. Quelle est la différence entre la théorie et la pratique? En théorie, il n'y a pas de différence. Ce que nous disent les pragmatistes, c'est que, dans les faits, la vérité d'une proposition s'évalue toujours à ses conséquences dans la pratique. Autrement dit, elle s'évalue au fait qu'elle fonctionne. Prenons un exemple. Vous allez chez le médecin, parce que vous ne vous sentez pas bien. Le médecin vous ausculte, il fait son diagnostic, et il vous donne un traitement. Vous rentrez chez vous, vous commencez le traitement, et le lendemain, vous êtes guéri. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire que le médecin a trouvé ce que vous aviez, que son diagnostic était vrai, et que donc il vous a donné le remède approprié. Mais si ça se trouve, le médecin s'est trompé. Si ça se trouve, il vous a donné un traitement qui a fonctionné par hasard, ou par effet placebo. C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Mais vous, dans la situation, quelle est l'hypothèse que vous allez privilégier? Que le traitement a fonctionné par chance, ou que le traitement a fonctionné tout simplement parce que le médecin a trouvé ce que vous aviez? Vous allez privilégier la seconde hypothèse. Pourquoi? Parce que ça a fonctionné. Et si ça n'avait pas fonctionné, vous vous seriez dit, il est nul ce médecin. Il n'a pas trouvé ce que j'avais. Il s'est trompé. Donc c'est bien à l'aune des conséquences pratiques qu'on évalue si un diagnostic est vrai. S'il est conforme à la réalité. Quel autre critère? Donc ça, c'est un exemple qui illustre le fait que, dans la vie courante, on définit la vérité à partir du critère de l'efficacité, à partir de la confirmation pratique. Parce que si ça marche dans la pratique, ça ne peut pas être à chaque fois l'effet du hasard. Ce qui est vrai dans la pratique est vrai tout court. Maintenant, allons plus loin. Parce que vous allez voir que cette conception, elle n'est pas si simple à réfuter. Prenons le cas de la science. La science, sa mission, c'est de produire de la connaissance. Et pour ça, elle a recours à tout un arsenal de protocoles méthodologiques. Le but étant pour elle de formuler des conclusions qui soient le plus proches possible de la vérité. Bon. Maintenant, que se passe-t-il si une théorie scientifique est contredite par l'expérience? Deux possibilités. Soit l'expérience a été mal conduite, et dans ce cas-là, la théorie n'est pas invalidée, soit l'expérience a été bien conduite, et dans ce cas-là, la théorie est invalidée. En d'autres termes, la théorie ne tient
que si elle est confirmée par l'expérience. La théorie ne tient que parce qu'elle est soutenue par la pratique. Et si l'expérience infirme la théorie, eh bien la théorie ne peut plus être considérée comme vraie. On ne peut pas considérer comme vrai quelque chose qui est réfuté par l'expérience. Je vais le dire autrement. La vérité ne peut pas avoir raison contre les faits. Donc le critère de la vérité scientifique, c'est bien l'efficacité. C'est bien la fonctionnalité. Il faut que ça fonctionne pour que ça soit vrai. Et à partir du moment où ça ne fonctionne plus, à partir du moment où la théorie ne colle plus à l'expérience, on change la théorie. On la remplace. On la remplace par une autre qui fonctionne, qui aura été validée. D'ailleurs, notez bien ce mot, validé. En science, on ne dit pas qu'une théorie est vraie, on dit qu'elle est valide. La validité, c'est la vérité en tant qu'elle se vérifie dans la pratique. Mais si demain, la pratique ne valide plus la théorie, on la change. On ne s'y accroche pas. Du moins, en théorie là aussi. Donc vous voyez que définir la vérité par l'efficacité, définir la vérité par la validité pratique, c'est pas si absurde. Ça a du sens. À tel point que c'est sur cette définition qu'on fonde nos connaissances scientifiques. C'est-à-dire ce à quoi nous accordons le plus grand coefficient de vérité. Vérité, parce que vérifier. La science, c'est ce qui vérifie. Est-ce que vous savez comment on s'est rendu compte que l'univers était en expansion? On s'en est rendu compte parce qu'Einstein a dû trafiquer sa théorie de la relativité générale pour qu'elle colle avec sa croyance selon laquelle l'univers était stationnaire. Autrement dit, Einstein a dû falsifier ses propres équations parce qu'elles invalidaient sa croyance. C'est quand même fou. C'est fou parce que ça veut dire qu'Einstein a eu raison malgré lui. Il a eu raison contre sa propre croyance. Mais ce que ça montre surtout, c'est que quand une théorie scientifique est juste, elle fonctionne. Elle fonctionne au-delà de nos croyances. Alors, certains diront, ok, très bien, mais tout ça, c'est un peu du bricolage. On fait des théories, elles fonctionnent, tout va bien, et puis un beau jour, allez savoir pourquoi, elles fonctionnent plus. Et là, elles deviennent fausses. Ben oui, c'est ça la science. Le coefficient de certitude n'est jamais égal au coefficient de vérité. La science fonctionne toujours par autocorrection. On pourrait presque dire par auto-reniement. Là encore, c'est dialectique. Ce qui nous gêne, c'est l'idée que quelque chose puisse être considéré comme vrai juste parce que pour l'instant, ça marche. Parce que ça sous-entend qu'on ne parlerait pas d'une vraie vérité. Une vraie vérité au sens de quelque chose qui resterait tout le temps vrai. Ok. Mais que pouvons-nous faire de mieux? Que pouvons-nous faire de mieux que d'admettre comme provisoirement vrai ce qui fonctionne et de le remplacer quand ça ne fonctionne plus? C'est ça la vraie question. Que pouvons-nous faire de mieux? Est-ce qu'il faudrait garder une théorie même quand elle ne fonctionne plus? Sous prétexte que la vérité est éternelle? Est-ce qu'il faudrait renoncer à toute nouvelle théorie? Sous prétexte qu'un jour, cette nouvelle théorie risque d'être invalidée? Ce que tout ça nous démontre, c'est, encore une fois, que la vérité est une quête. Et que cette quête implique
qu'on fasse des erreurs et qu'on prenne ces erreurs pour des vérités, jusqu'au moment où ce ne sera plus possible de les prendre pour des vérités, jusqu'au moment où elles entraîneront des anomalies. Parce que de la même façon que la pensée ne se met en marche que parce qu'il y a un problème à régler, la science ne se met en marche que parce qu'il y a une anomalie à résoudre. En science, il n'existe donc pas de vérité. Il n'existe que de la validité. Et donc tout ça, ça nous amène à la conception empiriste de la vérité. Conception empiriste de la vérité qui consiste à dire, purement et simplement, que la vérité n'existe pas. Pourquoi la vérité n'existe pas d'un point de vue empiriste? Parce que ce que nous appelons la vérité n'est vrai qu'au moment où on en fait l'expérience. Mais en dehors de l'expérience, on ne peut pas savoir si une chose est vraie. Le feu brûle. Est-ce que c'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Difficile de dire le contraire. Le feu brûle, comment le sait-on? Ben, on le sait parce que quand on met sa main sur le feu, ça brûle. Ah! Donc c'est bien l'expérience du feu qui permet de définir les propriétés du feu. Un point pour les empiristes. Maintenant, la question est-ce que le feu brûle aussi quand je ne mets pas ma main dessus? Est-ce que le feu brûle aussi à chaque fois que je n'en fais pas l'expérience? Et là, vous allez me dire, ben oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le feu n'attend pas que je mette la main au-dessus de lui pour brûler. C'est stupide. Alors, est-ce que c'est vraiment si stupide? Ben pour les empiristes, non. Pourquoi c'est pas stupide? C'est pas stupide parce que les empiristes considèrent que toutes nos connaissances proviennent de notre expérience. Et par expérience, il faut entendre le contact sensoriel. Toutes nos connaissances, toutes nos idées, ne sont que la mise en forme ordonnée de nos sensations. J'ai l'idée du froid parce que j'ai déjà fait l'expérience du froid. J'ai l'idée de fatigue parce que j'ai déjà fait l'expérience de la fatigue. Et ainsi de suite. Et donc, pour les empiristes, je ne peux pas avoir d'idées qui ne proviennent pas de l'expérience. L'image qu'ils donnent, c'est celle de la toile vierge. À la naissance, l'être humain est comme une toile vierge. Il va expérimenter le monde, il va entrer en contact avec lui par la sensation, et au fur et à mesure, il va collecter des informations sensorielles qui vont lui permettre de dégager des connaissances générales. Je vois un objet qu'on appelle voiture, je vois cet objet une deuxième fois, une troisième, une quatrième, et au bout de 50 ou 100 fois, j'ai forgé dans mon esprit l'idée voiture. Pareil pour le froid, pareil pour la fatigue, pareil pour le feu. Donc si je peux affirmer que le feu brûle, c'est que j'en ai fait l'expérience suffisamment de fois pour pouvoir anticiper les effets du feu. Je peux désormais savoir que le feu brûle sans avoir besoin de mettre ma main dessus. Très bien. Mais alors du coup, est-ce que les empiristes ont raison? Parce que là, on est en train de dire qu'à partir d'un certain nombre de répétitions de l'expérience, il n'y a plus besoin de la faire pour connaître le résultat de l'expérience. Eh bien, c'est là que les empiristes nous disent « Attention ! Attention !» parce que là, vous êtes en train de confondre vérité et habitude. Or, la vérité, ce n'est pas l'habitude. L'habitude, c'est ce qui se répète. La vérité, c'est ce qui n'a pas besoin de se répéter
pour être vraie. Elle est là la nuance. Comment savons-nous que le feu brûle? Nous le savons parce que, jusqu'à aujourd'hui, le feu nous a brûlés. C'est une habitude. Mais partant du principe que toutes nos connaissances proviennent de notre expérience, à chaque fois que je me prononce sur quelque chose dont je ne suis pas en train de faire l'expérience, je prends un risque. Je m'avance. Je m'avance abusivement. Parce que je projette sur le futur le résultat de mes expériences passées. Et je qualifie de vérité ce qui n'est en réalité que le prolongement virtuel de mon habitude. Nous prolongeons dans les expériences futures, dans les expériences non encore réalisées, les conclusions de nos expériences passées. C'est ça qu'on fait quand on parle de vérité. On généralise, on universalise nos expériences passées au-delà de ces expériences passées. Parce que le problème de cette manière de faire, c'est le même problème que celui qui consiste à prendre un segment pour une droite. Un segment n'est pas une droite. Un segment est une portion de droite. Une portion limitée. Mon expérience, c'est ce segment. Or, la vérité, c'est la droite. Et de la même façon que tous les segments du monde n'arriveront jamais à former une droite, toutes les expériences du monde ne suffiraient pas à atteindre quelque chose qu'on puisse appeler vérité. La vérité est un absolu. C'est un absolu parce que c'est quelque chose qui dépasse en nature la somme de connaissances que peut acquérir l'être humain. La vérité suppose l'universalité, mais la vérité suppose aussi l'intemporalité. Donc quand je dis que le feu brûle est une vérité, j'absolutise une proposition qu'il m'est impossible de vérifier au-delà du contexte de mon expérience. Alors oui, c'est pointilleux. C'est pointilleux. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est à quel point le concept de vérité est délicat. Les empiristes ne croient pas dans la vérité parce qu'ils ne croient pas dans les absolus. Et autant dire que le feu brûle dans un contexte quotidien, ça pose pas de problème. Mais vouloir faire de cette proposition une vérité, c'est problématique. C'est ça le problème des empiristes avec le concept de vérité. Son caractère absolu. Les empiristes ne croient pas dans les absolus. C'est même pas qu'ils y croient pas, c'est que l'idée même d'absolu est incompatible avec leur représentation du monde. Avec leur représentation de l'être humain, a fortiori. Parce que, comme le redira Kant, nous ne sommes pas équipés sur le plan cognitif pour accéder à quelque chose d'universel et d'intemporel. Nous sommes trop faibles cognitivement. Trop faibles pour prétendre atteindre quelque chose de si haut et de si prétentieux qu'on puisse l'appeler vérité. Alors, est-ce que pour autant, les empiristes n'accordent aucune valeur à la connaissance humaine? Est-ce que, sous prétexte que nous ne serions pas capables d'accéder à des vérités absolues, cela voudrait dire que nos croyances sont sans valeur? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Pour les empiristes, nos connaissances devraient en réalité être appelées des croyances, puisque ça ne peut pas être des vérités. Eh bien, non. Pour les empiristes, nos croyances ne sont pas dénuées de valeur. Elles en ont une valeur pratique, une valeur d'usage. Tout ce qu'ils nous disent, c'est qu'une vérité pratique n'est pas une vérité. C'est l'exemple que j'ai longtemps donné à mes élèves. Est-ce que le soleil va se lever demain? Si tu réponds autre chose que on ne sait pas, c'est perdu. Parce qu'évidemment, l'habitude nous pousse à répondre
Oui, parce que pour nous, c'est plus qu'une habitude. Une habitude pour nous, ça veut dire depuis longtemps. Mais là, le fait que le soleil se lève tous les matins, c'est pas juste une habitude. Le soleil ne se dit pas tous les matins, tiens, je vais me lever ce matin parce que j'ai l'habitude. Non. Il se lève tous les matins en vertu de lois astronomiques qui ne relèvent à aucun moment de la croyance. Oui, c'est vrai. Mais ces lois, est-ce qu'elles sont intangibles? Est-ce qu'elles ont un caractère absolu, hors du temps, hors de l'espace? C'est ça d'ailleurs qui rendait les empiristes assez réfractaires aux dogmes religieux, leur caractère gravé dans le marbre, entre autres choses. Mais philosophiquement, les empiristes sont des sceptiques. Ils sont des sceptiques au sens où ils ne croient pas en la possibilité pour l'être humain d'accéder à des vérités. Et encore moins à une vérité qui serait la source de toutes les vérités. Toujours est-il qu'on a là plusieurs conceptions de la vérité qui s'affrontent, qui pour certaines affirment son existence, pour d'autres la nient. Mais derrière chacune de ces conceptions de la vérité se cache en réalité une certaine conception du monde. Une conception du monde qui ne relève pas seulement du raisonnement, de la pensée, mais du rapport au monde, du rapport à l'être et au devenir, du rapport à l'immuable et au mouvement, à l'esprit et à la matière. Peut-être que la vérité est inaccessible, peut-être même qu'elle n'existe pas, ou peut-être qu'elle n'est rien d'autre que ce qui est constamment en train d'advenir. Peut-être que nos croyances, que nos erreurs, que nos échecs ne sont que le chemin emprunté par la vérité pour parvenir jusqu'à nous. Qu'à force d'errance et de conscience de nos errances, la vérité finira par se frayer un chemin. Car si la vérité ne dépend pas de nous, il dépend de chacun de nous d'incarner la vérité. Je vous remercie.